Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais présenter la réponse de la ministre de la Justice à un amendement proposé par la France Insoumise pour un référendum d'initiative citoyenne. Dans cet amendement, si vous voulez savoir plus en détail de quoi il s'agit, je vous conseille de regarder une vidéo précédente dans laquelle je décris cet amendement et puis vous verrez aussi mes commentaires sur la réponse du rapporteur de la commission. Euh, Cet amendement est en fait très modéré. Il s'agit simplement de faire en sorte que ce soit un référendum d'initiative citoyenne et donc ça reprend le référendum d'initiative partagée et ça élimine l'obligation d'avoir un certain nombre de parlementaires qui prennent l'initiative, et l'initiative est mise entièrement entre les mains du peuple. Et puis aussi le référendum ensuite sera automatique, alors que dans le référendum d'initiative partagée qui existe actuellement, le, le sujet doit simplement être discuté au Parlement et donc il peut le mettre à la poubelle sans problème et sans qu'il y ait de votation populaire. Donc là, c'est ces deux points. Donc, initiative uniquement par le peuple et puis référendum, enfin votation populaire automatique, euh, qui sont les deux points de cet amendement. Donc, c'est extrêmement modéré parce que le nombre de signatures requis pour lancer ce référendum d'initiative citoyenne est très élevé. Enfin, c'est le même nombre que sur le référendum d'initiative partagée actuel. Et puis surtout, il n'y a pas la possibilité d'utiliser cet outil pour modifier la Constitution. Ça ne donne pas réellement le pouvoir au peuple. Euh, Maintenant, cette proposition très modérée, c'est déjà trop pour la majorité présidentielle. Et dans cette vidéo, je vais analyser les raisons évoquées par la ministre de la Justice. En fait, la raison que j'ai regardé ces vidéos, c'était parce que je me demandais quels allaient être les arguments de la majorité présidentielle. Donc, clairement, ils allaient être contre le moindre progrès en direction d'un référendum d'initiative citoyenne, mais ils ne peuvent pas vraiment décemment dire on est contre parce que les citoyens sont des crétins ou on est contre parce qu'on veut garder le pouvoir pour nous. Donc ils vont bien devoir dire autre chose et puis j'étais quand même assez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient dire. Alors voilà, là, vous allez écouter maintenant la ministre de la Justice. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement? Madame la Présidente, Monsieur le député, c'est un avis défavorable. C'est un avis défavorable parce qu'il existe déjà donc, dans notre Constitution depuis 2008 le référendum d'initiative partagée que vous avez contre nous, si vous voulez, il n'y a pas de problème, si ça vous fait plaisir. Donc, c'est un référendum d'initiative partagée. Je voudrais juste dire que ce référendum d'initiative partagée, il est le fruit d'un équilibre. Il est le fruit d'un équilibre qui résulte de deux propositions de révision constitutionnelle. Il y a d'abord eu le comité Vedel en 93 qui avait proposé la mise en place d'un référendum d'initiative minoritaire qui reposait également sur une combinaison des initiatives parlementaires et des initiatives populaires. Et puis, il y a eu le comité Balladur qui recommandait, lui, la création d'un référendum d'initiative populaire. Donc, deux propositions. C'est une voie médiane qui a été trouvée avec le référendum d'initiative partagée. Et cette voie médiane, elle associe à la fois les parlementaires et l'initiative populaire. Ça a été construit ainsi pour aboutir à un équilibre qui permet à la fois d'associer les parlementaires et en même temps de ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans l'élaboration de la loi. C'est donc cet équilibre qui a été construit. Je conviens avec vous qu'il n'est pas d'un maniement aisé, mais enfin c'est ce souci d'un équilibre qui a été construit et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il convient de le préserver comme il a été
comme il a été écrit depuis 2008. Donc la ministre ne veut pas faire le moindre pas en direction d'un référendum d'initiative citoyenne parce qu'elle veut préserver un équilibre. Alors, premièrement, il n'y a pas d'équilibre à avoir entre le peuple et les représentants du peuple. La souveraineté, la légitimité, elle est dans le peuple lui-même. Et évidemment, comme le peuple ne peut pas prendre lui-même toutes les décisions, il n'a simplement pas le temps de prendre toutes les décisions. Il élit des représentants, ou en tout cas des gens dont il espère qu'ils vont le représenter lui plutôt que ceux qui ont financé sa campagne. Enfin, il y a des élus à qui il confie certains pouvoirs. Mais c'est bien le peuple lui-même qui est à l'origine de la souveraineté, qui a la légitimité. Et puis, il n'y a pas d'équilibre à avoir entre ce que fait le peuple et ce que font les élus. Le peuple, dans une démocratie, décide les pouvoirs qu'il retient pour lui-même, et puis décide ce qu'il va confier aux élus. Et puis, s'il veut confier beaucoup, il confie beaucoup. S'il veut confier peu, il confie peu. S'il veut confier beaucoup, mais se garder le pouvoir d'intervenir, par exemple par des référendums d'initiative citoyenne, le pouvoir d'intervenir entre deux élections, eh bien, il se le conserve. Il n'y a aucun équilibre à rechercher entre le pouvoir du peuple et le pouvoir de ses élus. Il faut vraiment distinguer cette discussion-là de l'équilibre entre le législatif et l'exécutif. Donc là, c'est autre chose. On essaye d'avoir un équilibre entre les différents élus, les différents types d'élus, pour éviter qu'il y en ait un qui s'accapare trop le pouvoir. Et ça, c'est complètement autre chose. Donc le premier point, c'est qu'il n'y a aucun équilibre à rechercher entre le peuple et ses élus. Le deuxième point, c'est que, bon, même si on admettait qu'il y avait un équilibre, donc maintenant je vais commencer à faire des commentaires un peu de second ordre, parce qu'au fond, le premier argument que je viens de donner est largement suffisant, c'est l'argument fondamental. Mais même si on admettait qu'il fallait un équilibre, le fait qu'il y ait un équilibre ne constituerait toujours pas un argument pour le préserver. Il faudrait vérifier est-ce que c'est un bon équilibre, est-ce qu'il n'y a pas de meilleur équilibre. Donc on pourrait se dire peut-être que ce serait un meilleur équilibre si le peuple avait un tout petit peu plus de pouvoir vu qu'il n'en a aucun entre deux élections. Donc deuxième point, il faudra encore savoir si c'est un bon équilibre. Le troisième point, alors là on rentre vraiment dans les détails de l'argumentation de la ministre de la Justice, mais elle fait l'historique au fond de référendum d'initiative partagée. Elle dit que c'était une sorte de compromis entre deux propositions, une qui était un référendum d'initiative minoritaire, mais où il fallait à la fois le Parlement et le peuple, donc ça ressemblait à ce référendum d'initiative partagée. Et puis d'autre part, il y avait une proposition de référendum d'initiative citoyenne. Et donc, un référendum d'initiative partagée, un référendum d'initiative citoyenne, ils ont choisi la voie médiane. Je ne sais pas très bien ce que c'est la voie médiane dans ce cas-là, parce que dans un cas, c'est l'initiative citoyenne, ça veut dire que c'est les citoyens qui prennent l'initiative, et de l'autre côté, c'est les citoyens et les parlementaires. Donc finalement, ce qui a été décidé, quand on regarde son historique, l'historique présenté par la ministre de la Justice, c'est finalement, il a été choisi un référendum d'initiative partagée contre un référendum d'initiative citoyenne. C'est pas du tout, il n'y a rien de médian là-dedans. Ils ont simplement choisi un des deux termes et ils ont rejeté le référendum d'initiative citoyenne. Et puis le quatrième point, là c'est, je ne sais pas si la ministre de la Justice s'est mélangé les pinceaux. Je vais peut-être repasser juste le passage où elle parle plus précisément du point où je ne comprends pas très bien.
Ça a été construit ainsi pour aboutir à un équilibre qui permet à la fois d'associer les parlementaires et en même temps de ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans l'élaboration de la loi. C'est donc cet équilibre qui a été construit. Il s'agit donc à la fois d'associer les parlementaires et de ne pas déposséder la représentation nationale. Donc les deux termes, c'est d'une part les parlementaires et d'autre part donc, la représentation nationale. Donc on cherche un équilibre entre ces deux choses. Il me semble que c'est la même chose, enfin les parlementaires, la représentation nationale. À la limite, peut-être que la représentation nationale, c'est peut-être un terme un peu plus large que juste les parlementaires, mais dans les deux cas, il s'agit des élus. Donc, c'est un équilibre entre les élus et il n'y a pas du tout le peuple dans cette histoire. Donc, c'est extrêmement surprenant comme équilibre. Euh, J'étais parti de l'idée qu'elle parlait de l'équilibre entre le Parlement et le peuple. Mais là, ça a l'air surtout d'être un équilibre entre le Parlement et le Parlement, ou en tout cas entre le Parlement et la représentation nationale. Donc le peuple est même complètement évacué de cet équilibre. Mais écoutons la suite de son intervention. Par ailleurs, la question des initiatives populaires sera traitée un peu plus loin lorsque nous évoquerons la Chambre de la société civile et le rôle qu'elle peut avoir dans le cadre du traitement des initiatives populaires. Rôle qui n'interdit d'ailleurs pas à la représentation nationale que vous êtes de jouer également toutes ces fonctions. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai mis un avis défavorable. Donc là, en résumé, il est en train de dire, si mes arguments ne vous ont pas vraiment convaincu, ne vous en faites pas, on en rediscutera plus tard de ces référendums d'initiative populaire quand on parlera de la Chambre de la société civile. Donc, on en reparlera plus tard. Donc ça, c'est la stratégie qui consiste à dire, ben, ça vient plus tard. Bon, premièrement, ça devrait venir maintenant. C'est-à-dire que si on est en train de parler de l'article 11 du référendum d'initiative partagée, eh bien c'est exactement le bon moment pour voir si c'est possible de le transformer en référendum d'initiative citoyenne. Il y aurait aussi peut-être encore un meilleur moment, ce sera en parlant de l'article 89 qui est sur la réforme de la Constitution, parce que la chose la plus importante, c'est que ces référendums d'initiative citoyenne permettent de modifier la Constitution. Donc là, ce serait peut-être mieux de mettre dans un autre article l'article 11. Mais bon, premièrement, c'était pas un si mauvais endroit pour en parler. Deuxièmement, d'après ce qu'elle en a déjà dit dans le cadre de la discussion qu'on vient de voir, on voit qu'elle est contre. Donc elle peut en parler plus tard, mais elle va pas devenir pour. Donc attendez rien de très utile dans ce qui va venir dans la discussion sur la Chambre de la société civile. Fondamentalement, elle est contre donner un pouvoir de décision au peuple. Alors peut-être qu'il y aura un pouvoir de parler, ou je sais pas encore ce qu'il vient, un pouvoir d'expression, mais là on parle d'un pouvoir de décision. Si on parle d'un véritable référendum d'initiative citoyenne, il s'agit d'un pouvoir de décision par le peuple. Et ça, elle est contre, et donc il n'y a rien à attendre plus tard. Mais c'est un très bon exemple de la stratégie qui consiste simplement à remettre à plus tard. Voilà, ça clôt l'intervention de la ministre de la Justice par rapport à l'amendement de la France insoumise. Mais après, il y a un peu plus tard, elle profite d'une discussion d'un autre amendement pour répondre à une objection qui lui a été donnée. Et je vous laisse peut-être écouter ce commentaire qu'elle fait plus tard. Ça peut être utile surtout pour ceux d'entre vous qui pensent qu'elle est au fond contre, qui ont l'impression, après l'avoir écoutée, ont l'impression qu'elle est contre le peuple. Alors je vous laisse écouter. Je voudrais simplement répondre à monsieur le député Dupont-Aignan. Je n'ai pas dit, monsieur le député,
Je n'ai pas dit que le peuple n'était pas raisonnable. Je n'ai absolument pas dit cela. J'ai simplement dit que, non, pas du tout. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que le Parlement était un espace de débat raisonné et éclairé. Il vous appartient d'en déduire ce que vous avez dit, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, monsieur le député, non mais laissez-moi terminer, ce que je veux dire en tenant ces propos-là, c'est que dans l'écriture d'un certain nombre de lois, cela suppose d'infinies précautions, cela suppose des pesées au trébuchet d'un certain nombre de termes, cela suppose également de la nuance, et que pour l'écriture de ces textes, le Parlement, parce qu'il y a les représentants de la nation, les représentants du peuple, le Parlement est un espace de débat qui me semble pertinent. Je trouve ce passage alors absolument instructif. Donc, Madame la ministre dit qu'elle n'a jamais dit que le peuple n'était pas raisonnable. Et c'est vrai, elle a jamais dit que le peuple n'est pas raisonnable. Tout ce qu'elle a dit, c'est que le Parlement est un espace de débat raisonné et éclairé. Mais si à partir de l'idée que le Parlement est le lieu de débat raisonné et éclairé, on parvient à partir de cette idée à la conclusion qu'il ne faut pas donner davantage de pouvoir au peuple, c'est bien qu'implicitement on a pensé que le peuple n'était pas aussi raisonné ou aussi éclairé. Parce que sinon, sans cette hypothèse implicite que le peuple n'est pas aussi éclairé et raisonné, eh bien, il n'y aurait pas de raison de faire ces débats au Parlement plutôt que par le peuple. La seule raison qu'il y aurait, c'est que le peuple n'a pas le temps d'être constamment en train de débattre. Donc, il y aurait cette raison-là, mais ça n'empêcherait pas des référendums d'initiative citoyenne où, de temps en temps, ponctuellement, quand un groupe de citoyens suffisamment grand le demande, que sur ce point ponctuel, il y ait ce débat public et que la décision soit prise en votation populaire. Donc là, il y a certainement un argument pour que ce ne soit pas toutes les décisions prises par le peuple, il y a un argument simplement de faisabilité matérielle, de temps disponible par les citoyennes et les citoyens. Mais l'argument utilisé par la ministre de la Justice, à savoir que le Parlement est un lieu de débat raisonné et éclairé, cet argument n'est valable que si on fait l'hypothèse que le peuple lui-même n'est pas raisonné ni éclairé. Donc c'est vrai qu'elle n'a jamais formulé explicitement cette hypothèse implicite. Elle s'est bien gardée de le dire explicitement, mais toute son argumentation tombe, ses conclusions ne sont plus valables si on ne fait pas cette hypothèse. Et je trouve aussi très intéressant tout à la fin où elle dit que le Parlement est un espace de débat pertinent. Ça, c'est une technique assez intéressante qui consiste à dire quelque chose qui est incontestable. Donc, c'est de dire quelque chose qui est incontestable, mais qui ne conduit pas à la conclusion. Parce qu'évidemment, même si le Parlement est un lieu de débat pertinent, il se peut très bien que le débat public soit aussi un lieu de débat pertinent, et puis on pourrait aussi avoir des décisions prises par le peuple, ça pourrait aussi être pertinent. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, quand il y a donc une initiative qui est soumise en votation populaire en Suisse, il y a d'abord les débats au Parlement pour savoir si on refuse ou si on accepte cette initiative. Ensuite, il y a les débats au Parlement pour rédiger un contre-projet, si le Parlement a décidé de rédiger un contre-projet. Donc, ce lieu de débat est pleinement utilisé et ça n'empêche pas qu'il y ait ces votations populaires. Donc, voyez, la tactique, c'est de dire, la tactique utilisée par la ministre de la Justice, c'est de dire des choses du genre le Parlement est un espace de débat pertinent, qui est vrai, mais qui n'aboutit pas du tout à la conclusion qu'il ne faudrait pas
à sa conclusion à elle, qui est finalement qu'il ne faut pas faire le moindre pas en direction d'un référendum d'initiative citoyenne. Et si vous voulez passer de cette affirmation-là à sa conclusion, vous avez besoin d'autres affirmations qui sont implicites et qu'elle conteste avoir dit. Elle ne conteste pas avoir pensé, vous avez remarqué, mais elle conteste en tout cas avoir dit, mais qui sont absolument nécessaires pour avoir la conclusion. Je veux dire, là, c'est un truc absolument élémentaire, mais si quelqu'un vous dit une chose qui est manifestement vraie, et ensuite en conclut, vous dit A qui est absolument vrai, et ensuite en conclut B, vous devez absolument regarder si A implique B, c'est-à-dire si à partir de la chose vraie qui a été dite, vous pouvez en conclure le point B. Voilà, donc je termine comme ça cette discussion de la réponse de la ministre de la Justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.